Cette semaine du web, du digital, de l'IA et de la tech a été folle, très très riche. Vous avez peut-être manqué des choses, pas de panique, l'habituel récap de toute la semaine en mode hyper condensé, c'est maintenant pour rattraper ce qu'il ne fallait pas manquer dans le monde du web, du digital, de l'IA et de la tech. Et le premier gros dossier de la semaine nous vient d'OpenAI. OpenAI a changé d'échelle, de posture et de structure. Ça y est, OpenAI a franchi le pas et a réussi à trouver un nouveau statut pour ce géant qui va devenir encore plus gigantesque puisqu'ils viennent d'être convertis en Public Benefit Corporation, c'est-à-dire une entreprise qui à la fois va pouvoir être sur le terrain privé, le terrain de l'actionnariat, peut-être une entrée en bourse qui peut faire des ravages, dans le bon sens ou dans le mauvais, vous jugerez. Donc avec la possibilité de lever encore plus de capitaux pour ses investissements, la capacité de faire de l'argent pour rémunérer tout le monde, et en même temps, eh bien, une mission ultime de quasiment service public, de devoir fournir des modèles IA open source, par exemple, pour le grand public, ou d'agir dans l'éducation ou les services publics. Voilà, un mixte assez étonnant, dans lequel les cartes ont été rebattues au niveau de l'actionnariat, puisque d'ailleurs Microsoft, qui reste le partenaire géant d'OpenAI, a réduit ses parts à 27%, mais 27% d'un truc qui va faire des bénéfices. C'est plutôt cool. La potentielle valorisation derrière tout ça devient absolument astronomique. Et OpenAI, cette semaine, a déjà commencé son lobbying, notamment auprès du gouvernement américain, sur le domaine de l'énergie. Puisque, vous le savez, les États-Unis ont un petit problème avec tous leurs data centers et tous leurs géants. Il faut de l'énergie. Et si possible, propre, relativement. La Chine va très très vite là-dessus. Les US sont en retard. Et comme ils accélèrent sur les data centers, il faudra aussi qu'ils accélèrent du côté de l'énergie. OpenAI pousse énormément là-dessus pour une refondation totale de la fourniture énergétique aux États-Unis. Et puis OpenAI a aussi accentué son offre auprès des entreprises, donc avec des abonnements entreprises où on va se retrouver avec un chat GPT qui va pouvoir puiser dans les données des différents outils de l'entreprise, les partager entre collègues et collaborateurs. Bref, entre la gouvernance, la puissance, l'avenir à regarder avec l'énergie et puis les offres pro, OpenAI n'en finit plus d'exploser et de faire plus que grandir. Et le deuxième dossier concerne aussi OpenAI sur un autre terrain, celui du grand public. Celui-ci, vous savez qu'OpenAI a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps sur le fait de pouvoir réguler, modérer ce que le chatbot pouvait dire, notamment aux plus jeunes, notamment à ceux qui ont un certain mal-être. Voilà, ne pas les encourager dans leurs pensées négatives. Il y a eu des procès, il y a eu tout ça. Bien, OpenAI a, nous disent-ils, réussi à mettre du contrôle là-dessus et à faire en sorte que le chatbot se comporte bien. Et l'étape d'après, eh bien, c'est d'ouvrir, nous dit Sam Altman, les modèles de chez OpenAI, des ChatGPT, à des contenus des contenus érotiques, disons-le, d'ici la fin de l'année. Parce que oui, on arrive à modérer. Donc maintenant, si on considère que vous êtes réellement des adultes, pourquoi pas libérer les choses qu'on pourrait faire avec un chatbot. Bon, c'est pas du tout l'avis de tout le monde, et cette semaine, on a eu beaucoup de levées de boucliers de part et d'autre, avec des gros investisseurs très connus comme Mark Cuban qui a fait une sortie explosive en disant qu'OpenAI courait à sa perte en faisant ce genre de choses, avec Elon Musk de l'autre côté qui se gausse avec son X, qui lui, nous dit-il, et pro-liberté là où OpenAI ne l'est pas. Bon, on peut voir les choses en creux ou en relief, on fait comme on veut. En tout cas, il y a une frontière éthique, morale, et puis le rôle des chatbots aux côtés des humains qui commence à être un petit peu piquant, et les choses devraient se décanter d'ici la fin de l'année, avec notamment le patron de Microsoft qui a fait une sortie en disant: nous, chez Microsoft, principal actionnaire de OpenAI, sans citer OpenAI, nous chez Microsoft, jamais nous n'irons sur ce terrain-là, parce que l'IA, ça doit rester neutre, objectif, et ne pas permettre de faire des bêtises. Bon, on jugera ce qu'on jugera, mais en tout cas, le dossier de l'intelligence artificielle glisse volontiers vers le domaine moral, éthique de ces applications potentielles grand public.
Gros sujet de la semaine également sur le terrain des réseaux sociaux. Une fois n'est pas coutume, avec tout un tas de sorties qui sont annoncées et on sent monter les différentes voix dissonantes au sujet de l'algorithmie notamment et des réseaux sociaux. Alors d'abord, du côté des réseaux sociaux, on a YouTube. YouTube qui lance un outil pour reconnaître les deepfakes. Alors, pas forcément uniquement les deepfakes, mais un outil IA qui va aller scraper tout ce qui se passe sur YouTube pour vous dire là, Renaud, je pense qu'il y a ta voix dans une vidéo qui n'est pas la tienne, ou il y a ton visage dans une vidéo qui n'est pas la tienne, que ce soit repiqué ou que ce soit recréé avec l'intelligence artificielle, YouTube va donner la main aux créateurs de contenu sur leur propre image qui serait utilisée ailleurs d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas que YouTube qui fait un effort là-dessus, sur tout ce qui est modération et régulation. Il y a Threads également, en groupe Meta, qui déploie des ghost posts, des posts éphémères. Vous allez peut-être voir ça sur votre fil Threads, des petites publications qui sont entourées d'une ligne en pointillé et qui vous montrent que ces posts-là vont être éphémères et ils disparaissent au bout de quelques temps. Si on commente, en fait, ça vient en message privé et c'est pas des commentaires publics. Bref, une petite libéralisation de tout ce qu'on va pouvoir dire sur Threads avec cette notion de ghost post, de posts qui disparaissent, donc on peut se lâcher, il n'y aura pas de traces, ça va être coupé. Instagram, de son côté, groupe Meta également, teste Your Algorithm, un ensemble de fonctionnalités qui va vous permettre d'avoir la main sur l'algorithme d'Instagram, de pouvoir dire en fait ça j'en veux moins, ça j'en veux plus, donc je vais avoir un algorithme qui sera personnalisé en fonction de ce que je veux. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, parce que ça peut aussi nous enfermer dans uniquement ce qu'on veut. Alors que c'est peut-être bien de pouvoir s'inspirer d'autres choses. Peut-être que c'est aussi une certaine protection pour dire non, ça c'est un truc un peu dangereux, je ne veux pas de ce genre de thème. Bon, on verra comment ça évolue. D'ailleurs, YouTube, j'y reviens, du côté des shorts, a lancé un minuteur anti-doom scrolling. Vous savez, on scrolle sur les différents shorts, sur TikTok, mais également sur YouTube. Et puis, on ne se rend pas forcément compte qu'on a perdu 1 heure de temps. Maintenant, on va pouvoir paramétrer tout ça, en plus de paramétrer 1 heure de coucher ou un volume d'heures d'utilisation de YouTube à la journée, ça existe déjà. On va pouvoir dire, tiens, le doom scrolling, là, le scrolling, il va pas devoir durer plus que tant de moments. Et comme ça, on va être alerté pour ne pas doom scroller, justement. TikTok, également, muscle son jeu. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux cette semaine, avec des outils pour les créateurs sur TikTok qui sont évidemment des outils d'intelligence artificielle, avec vraiment une reconfiguration de tout ça, avec la possibilité pour les créateurs sur TikTok d'intégrer de l'IA, de faire des coupes et des montages avec de l'IA, de faire de l'insertion avec de l'IA, etc., etc. Bref, les plateformes sociales sont en ébullition et entre engagement algorithmique, entre modération, contrôle donné à l'utilisateur qui permet aux plateformes de se désengager peut-être aussi de leur contrôle nécessaire de leur part. Bon, bref, tout ce monde est en ébullition et on va suivre avec attention toutes ces petites nouveautés sur toutes les plateformes sociales. Et est-ce que tout ça ne serait pas un peu déclenché par l'Europe ? Oui, l'Europe, champion de la régulation, vient d'attaquer TikTok et le groupe Meta justement sur ce non-respect du Digital Services Act, notamment tout ce qui concerne le fait de pouvoir dénoncer des contenus. Voilà, on voit quelque chose qui nous semble pas conforme avec nos lois, on peut aller, que ce soit sur TikTok ou sur les différents réseaux de chez Meta, on peut aller dire non, ça, ce contenu-là, il me semble pas légal, faites quelque chose. L'Europe s'est rendu compte que c'était très compliqué de déclarer un contenu, qu'il y avait personne qui nous répondait, qu'en fait les plateformes sociales faisaient en sorte de rendre les choses compliquées pour avoir moins de plaintes à gérer et moins de choses à faire. C'est pas très bien. L'Europe attaque et TikTok, comme Meta, risque des amendes allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Bon, généralement, ça se finit en accord, mais l'attaque est quand même balèze parce que ça représente énormément d'argent, quelque chose comme $1 milliard pour TikTok, peut-être pas loin de $5 milliards pour Meta. Donc, on va voir comment tout ça évolue, mais en tout cas, l'Europe ne se laisse pas faire. Et puis, ça nous amène également au dossier de la semaine avec, en France, Emmanuel Macron, notre président, qui a fait une sortie très très remarquée et depuis très très débattue sur la responsabilité des algorithmes sur les fake news, sur les réseaux, il cite notamment X,
font, et TikTok également, et qui font en sorte que dès qu'on met un petit pied dedans, on se retrouve avec des contenus qui ne sont pas les bons, nous dit Macron, il vise à faire du serrage de vis auprès des différentes plateformes, auprès des différents réseaux sociaux. Les détracteurs de tout ça s'étonnent un petit peu, puisqu'en fait ce problème-là, on l'a depuis 15 ans, qu'il y a le DSA justement au niveau européen qui propose déjà l'arsenal de lois qui pourrait être appliqué pour endiguer tout ça, mais en fait on n'a pas agi, et puis maintenant on nous explique que il aurait fallu agir. Ouais, bon, je ne sais pas ce qui se passe au plus haut niveau, mais en tout cas, on sent que les problématiques avec notamment la Russie et la désinformation russe sur les réseaux sociaux pourraient faire bouger notre gouvernement et pourraient leur faire publier des lois encore plus sévères que celles du DSA qui pourtant existent déjà, alors que les choses n'ont pas trop bougé depuis 15 ans, alors qu'on était déjà touchés, impactés, nous, le grand public, par ce genre de choses. Ma position, pardon d'éviter d'être neutre sur ce coup-là, mais je l'assume, elle est que non, interdire les réseaux sociaux, c'est une très mauvaise chose, parce qu'il y a des tas de trucs super sur les réseaux. Vous, déjà, il y a des contenus pédagogiques sur YouTube, sur TikTok, il y a des choses fantastiques qui nous permettent de nous ouvrir, de découvrir des choses, et c'est super. Ce sont les contenus, les intentions qui peuvent être problématiques, et il faut faire appliquer la loi dans ces gigantesques réseaux sociaux. Je sais que c'est pas simple, mais bon, peut-être que si on s'y était mis il y a 10 ans, ce serait un peu plus simple maintenant. Peut-être un coup d'accélérateur en plus du serrage de vis. On verra bien comment tout ça évolue. En tout cas, c'est un des gros sujets de la semaine également. Côté géostratégique, justement, cette semaine a été riche en petits rebondissements. Déjà, un relativement inattendu, c'est la tournée de Donald Trump en Asie et notamment en Chine, où les tensions sur le domaine de la tech, du digital et de tout ça se sont apaisées. Des barrières sont un petit peu tombées entre les deux gigantesques géants mondiaux sur ce terrain-là, et les échanges devraient reprendre. Donald Trump en a profité pour emmener quelques patrons des géants du numérique américain faire une petite tournée, notamment en Corée du Sud et au Japon, avec des accords qui ont été passés sur à peu près tous les sujets liés à la tech entre ces différents pays. Donc les blocs sont en train de se reparler un petit peu. C'est peut-être pas mal pour la paix mondiale. Bon, de l'autre côté, on verra que tout le monde se renforce aussi dans ses murs, avec notamment aux États-Unis un partenariat assez surprenant avec Google, le géant Google, qui vient de passer un accord avec Anthropic. Donc les deux font de l'intelligence artificielle, les deux sont clairement concurrents, et les deux sont maintenant aussi largement partenaires. Google investissait déjà dans Anthropic, et maintenant Google va fournir de la puissance de calcul à Anthropic, alors peut-être aussi pour tailler des croupières à OpenAI. Enfin bref, tout ce bloc-là, ils sont tous concurrents tout en étant partenaires, et ils font front pour affronter le géant chinois qui se trouve en face et qui n'a pas été en reste cette semaine, puisqu'on a vu l'arrivée cette semaine de Minimax M2, un nouveau modèle chinois. Alors cette entreprise a aussi un pied-à-terre aux États-Unis, mais elle est chinoise. Minimax M2, qui est un très grand modèle, Mixture of Experts, donc c'est un très grand modèle qui s'installe sur des grosses machines avec des GPU professionnels dessus, mais très bien pour les entreprises, en l'occurrence, avoir leur IA en interne, parce que ce Minimax M2, il est open source. En plus d'être géant, en plus d'être extrêmement performant, en plus d'être agentique, en plus d'être Mixture of Experts, donc il va super vite, bien plus vite que beaucoup d'autres modèles, il peut être installé en open source, donc sans frais supplémentaires, dans des entreprises. Bon, la Chine ne reste pas sur le côté au niveau de son pouvoir et de sa capacité à servir l'ensemble des utilisateurs dans le monde. Cette bataille est fantastique et elle est géostratégique. Et du côté de nous, les petits utilisateurs, pas mal d'avancées cette semaine dans tout ce qui est création visuelle, avec notamment Canva. Donc Canva, c'est services en ligne très accessibles qui permettent de faire de la création visuelle dans plein de choses. Canva a fait sa grand-messe cette semaine et a annoncé les nouvelles versions de ses services Canva qui seront AI first, c'est-à-dire que vous allez d'abord discuter avec une intelligence artificielle, vous allez ensuite créer vos choses visuelles, peu importe ce que ça peut être, et avec du vectoriel également qui arrive du côté de chez Canva et qui est intégré gratuitement en plus. Donc on va commencer à pouvoir satisfaire également les professionnels de la création visuelle.
et tout ça avec de l'intelligence artificielle de nouveau dans nos créations pour modifier, pour décliner, pour faire tout un tas de choses. Bref, AI first du côté de chez Canva, et donc ça avance beaucoup pour la mise à disposition au grand public des outils qui avant étaient réservés à des professionnels très bien formés et très avertis. C'est de la démocratisation, ça bouscule aussi sur le terrain de l'emploi, hein, toutes ces choses-là. En tout cas, on testera Canva, le nouveau Canva mu à l'intelligence artificielle. Et puis plein d'autres choses qui ont été testées, notamment une bonne hype cette semaine sur tout ce qui peut être outil Google de création visuelle, avec notamment Nano Banana qui vous permet de faire des images et de triturer vos images. Par exemple, faire une image d'une pièce meublée et puis lui demander d'enlever les meubles et de garder la même pièce. Et puis on peut aller plus loin en utilisant les nouveaux modèles d'IA générative de vidéo de chez Google, VO 3.1, qui sont absolument fabuleux, et lui dire, avec le système de start et end frame, ça c'est génial, et de plus en plus de monde l'utilise, que ce soit sur les réseaux ou à titre professionnel, de dire j'ai ma pièce vide, j'ai ma pièce remplie, fais-moi une magnifique vidéo qui passe de l'une à l'autre. Voilà, vous imaginez ce que ça peut faire, et si vous imaginez mal, je vous invite à tester ces outils de création de visuels de chez Google avec l'intelligence artificielle qui sont absolument bluffants et qu'on verra de plus en plus et que vous mettrez partout, j'en suis sûr. Ça me fait une transition en or sur l'autre sujet côté création visuelle et côté des géants de cette partie-là, et j'ai nommé Netflix. Voilà, Netflix qui, depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, nous explique qu'ils font très très attention et qu'ils en mettent pas trop et qu'ils l'utilisent pas trop parce qu'il y a toute une industrie, il y a des emplois, il faut pas fâcher Hollywood et tout ça. Bon, Netflix vient de faire son coming out cette semaine puisqu'ils ont annoncé que maintenant ils assumaient totalement d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des effets spéciaux dans les documentaires, dans les séries, pour faire des illustrations, pour faire du doublage, voire même pour faire du rajeunissement des acteurs ou du vieillissement des acteurs quand on raconte certaines histoires. Et même, nous dit Netflix, sur la partie workflow d'écriture. Oui, la prochaine série Netflix ou le prochain documentaire, il sera peut-être même écrit et pensé, réfléchi, mis en place par des humains, mais aussi avec de l'intelligence artificielle. Bon, l'industrie hollywoodienne n'est pas du tout d'accord avec ça, mais bon, au moins c'est une petite volonté de transparence de la part d'un géant parmi les géants, Netflix, qui nous dit plus ça va et moins il y aura d'emplois, et plus il y aura d'IA et plus les gens seront contents. Bon, ça ne ravit pas tout le monde, bien entendu, mais au moins, on y voit un petit peu plus clair dans le jeu de chacun. Et un des principaux arguments des anti-IA, mis à part cet impact social, sociétal et sur l'emploi, c'est aussi la partie écologie. Beaucoup de consommation d'énergie pour faire tourner les data centers, pour aussi les refroidir, et c'est une plaie pour l'écologie planétaire. Eh bien, étonnamment, c'est la Chine qui a annoncé une certaine réponse cette semaine avec quelque chose qui peut paraître assez science-fictionnel, mais qui n'est pas dénué de bon sens, un premier data center sous-marin du côté de Shanghai. Le principe est simple, on fait quelque chose qui ressemble un petit peu à une plateforme pétrolière offshore. Donc on va mettre des data centers qui vont être immergés avec capillarité pour capter l'eau de mer qui se trouve autour. Donc c'est pas de l'eau douce, en l'occurrence c'est l'eau c'est de l'eau salée, mais peu importe, elle n'est pas dans les data centers, elle est juste à l'extérieur, avec tout un circuit qui va faire rentrer l'eau de mer à l'intérieur et va permettre de refroidir les data centers, ce qui du coup consomme beaucoup moins d'énergie et ne fait pas disparaître d'eau et n'a pas d'impact écologique sur cette partie-là. Oui, n'empêche que les data centers, faut quand même les faire tourner. Pas de problème, nous dit la Chine. Dans ces petites logiques de data centers immergés, on a également dans cette région beaucoup de vent et on continue sur l'ensemble de l'année. Donc on a mis des éoliennes juste au-dessus pour faire tourner tout ça. On se retrouve avec des data centers qui tournent avec beaucoup moins d'énergie consommée et pour le coup de l'énergie propre et renouvelable. Et c'est la Chine qui nous donne cet exemple-là. Alors pour l'instant, ils ont encore des réflexions à mener pour la mise à l'échelle de tout ça. Parce que des data centers, il en faut beaucoup, il en faut des gros. Mais en tout cas, c'est une voie possible d'une IA et d'une escalade vers les data centers et l'intelligence artificielle qui serait aussi un peu responsable. Et c'est pas dommage. Et en ce qui concerne la responsabilité, cette semaine, elle a vu aussi l'arrivée de Grokipédia. Et
c'est pas une blague. Le concurrent de Wikipédia, mu par Elon Musk et Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, j'ai nommé Grokipédia. C'est l'encyclopédie du futur selon Elon Musk qui juge Wikipédia trop orienté idéologiquement, voilà, sur certaines choses. Je ne vais pas détailler, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et du coup, Elon Musk a la bonne réponse, selon lui, selon moi pas tout à fait, puisque la réponse d'Elon Musk avec Grokipédia, c'est de faire une autre encyclopédie orientée clairement idéologiquement, mais de l'autre côté, comme si ça se contrebalançait. Bon, est-ce que quelqu'un va nous faire quelque chose d'objectif et de neutre au milieu? Je ne sais pas. En tout cas, Grokipédia a été lancé en version 0.1, donc c'est même pas la version 1, et Elon Musk nous dit que ça va être gigantesque, après ça va être super, ça va être magnifique, notamment parce que c'est écrit par l'intelligence artificielle de Grok. Bah oui, il n'y a plus de participation des gens, bah oui, puisqu'on veut orienter quelque chose, et ben on va demander à l'IA de l'orienter, et il commence à y avoir pas mal de levées de boucliers dès cette sortie de Grokipédia, notamment sur le fait que beaucoup d'articles sont repompés de Wikipédia avec des choses qui sont caviardées parce que ça nous plaît pas, ou ça plaît pas à Elon Musk, et donc on n'est pas certain que ce soit une solution voilà, de paix et qui soit durable pour la suite. Mais en tout cas, bah, ça a le mérite d'exister. Grokipédia, l'encyclopédie by Grok et by Elon Musk. Et pour finir ce récap, de la tech et du robot, bien entendu, de la tech avec des choses qui nous viennent de l'armée. Ah, c'est souvent les innovations les plus futuristes, elles nous viennent de l'armée, avec l'armée américaine et l'entreprise Sikorsky qui nous a déployé, nous a dévoilé une version du Black Hawk. Vous savez, cet hélicoptère assez iconique qu'on voit dans tous les films américains, de guerre notamment. Le Black Hawk, une version dronisée. Ça ne se dit pas, mais je le dis quand même, une version sans pilote du même hélicoptère réadapté mais mu par l'intelligence artificielle, mu par du pilotage à distance, voire du pilotage autonome avec des capacités de transport, aussi d'autres plus petits drones à l'intérieur du Black Hawk dronifié. Bref, ça nous promet des choses assez, comment je vais dire, spectaculaires. J'avais le mot triste qui me venait plutôt en tête, avec des drones porteurs de drones qui seront autonomes, parfois mus par l'intelligence artificielle et qui vont permettre de mener des combats là où l'humain ne posera pas le pied. Bon, c'est peut-être le pire. Bon, de l'autre côté, il y a des robots avec la dinguerie de la semaine du côté de la robotique, avec l'arrivée de Neo. C'est l'entreprise One X Technology norvégienne. C'est plutôt cool, qui a sorti Neo, donc la dernière version de son robot humanoïde domestique. Il est tout joli, il est tout mignon, il est fait pour agir en intérieur, faire toutes nos tâches ménagères, vider le lave-vaisselle, plier le linge, tenir les portes, porter les courses, etc., etc. Et ce Neo, il est en vente, ça y est, il est disponible à la vente. Alors attention, j'ai dit à la vente, il n'est pas disponible tout court, mais une des bonnes surprises, c'est qu'il va coûter 20 000 $ seulement, j'ai envie de dire. Je comprends que c'est une somme, mais on a la possibilité de le commander, donc soit pour 17 000 et quelques euros, et avoir son Neo à la maison qui sera livré uniquement à partir de 2026, soit on peut prendre même un abonnement, des mensualités qu'on va payer pour avoir le Neo chez soi. Alors on voit des vidéos absolument bluffantes. Attention tout de même, on notera que tout ça c'est aussi une technique de développement de l'entreprise One X Technology, puisque le Neo il saura faire que 3-4 gestes en autonomie réelle. Le reste de ce qu'on peut voir de Neo en vidéo, en fait c'est piloté par quelqu'un qui a son casque de réalité virtuelle, et en fait Neo reproduit les gestes d'un humain qui fait les bons gestes sans casser les assiettes en les mettant dans le lave-vaisselle juste derrière. Bon, on imagine que tout ça est un lancement pour les early adopters, ceux qui voudront absolument ces robots, ou les geeks qui auront envie de lui apprendre plein de choses. Et du coup on va lui apprendre plein de choses, et du coup dans quelques années on aura des Neo qui sauront faire déjà des choses en autonomie parce que les early adopters les auront formés. Pourquoi pas, c'est une idée, ça peut faire un flop aussi, mais en tout cas, le robot domestique arrive pour de vrai à la maison. Surveillez votre compte en banque, voyez ce que vous pouvez faire, mais c'est vrai que c'est assez magique tout ça, et ça coûte pas 400 000 €, ça coûte 17 000 €. C'est assez fou, voilà la promesse des robots humanoïdes, comme on peut voir dans des grands films de science-fiction du futur, qui arrivent dans nos maisons. Et voilà, c'est encore un gros challenge au niveau de l'entraînement, je vous l'ai dit, c'est pas encore très abouti, mais c'est en train d'arriver, ce monde est fantastique.
Ah, il faut le suivre, hein, ce monde qui va toujours très vite et toujours plus vite. Alors bravo et merci à vous d'avoir suivi ce récap des actus web IA Digital Tech qu'il ne fallait pas manquer. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien louper de nos informations parce que des vidéos on en publie tous les jours, des actus, des tutos, des découvertes qui sont enregistrées pendant les lives de Renaud Décode tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur les réseaux, hein, YouTube, Twitch, TikTok, etc., etc. Venez nous retrouver en live et en dehors des lives, renaud-décode.fr pour nous retrouver sur le site de l'émission et partager toutes ces dingueries. À très bientôt pour des nouvelles infos web IA Digital Tech sur Renaud Décode.